Bonjour tout le monde, je m'appelle Gert Michel et je vous présente aujourd'hui une présentation sur la conversion centralisée des documents. Je pris aussi le mot foyer PDF, parce que dans le foyer, dans le niveau optique, il y a tout ce qui se retrouve dans le centre. Et avec le même principe, la conversion centralisée avec PDF se retrouve aussi sur niveau foyer. Alors, avec la photo, je voulais juste prendre une idée d'avoir une centralisation, donc le centre-ville ou tout ce qu'il y a autour de la banlieue. Donc, il y a plusieurs approches comment vivre, mais aussi comment convertir des documents. Donc, je m'appelle Gert Michels, je travaille pour l'entreprise Foxit Enterprise Automation. Je suis basé à Berlin. Et si vous voulez me demander des questions plus tard ou dans le futur, je vous laisse mon adresse email aussi. Donc, pour aujourd'hui, le plan de cette présentation, d'abord, je vais parler un peu de l'environnement professionnel où on se trouve aujourd'hui, avec tous les enjeux et les défis. Deuxièmement, je vous explique comment la conversion de documents centralisés peut fonctionner. Donc, surtout sur l'architecture qu'on voit dans ce côté-là. Mais l'architecture, c'est une chose, mais avoir des fonctions qui apportent quelque chose aux utilisateurs, c'est autre chose. Donc, je vous parle des fonctions typiques qu'une telle solution, qu'il y a plusieurs vendeurs qui offrent ça, donc je vais rester générique sur ça. Donc, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Puis, je vais très furtivement parler des architectures alternatives et une petite synthèse. Et puis, à la fin, je vous parle en quelques planches un peu plus de Foxit et de ces produits. Mais la partie primaire va être en général. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les environnements commerciaux ou aussi dans les administrations, il y a le problème avec les coûts qui sont pas à négliger. Surtout si on va migrer dans le cloud, on voit que tout au début, c'est intéressant, mais il faut penser aussi plus tard, quand on a plus de documents stockés, que ça peut coûter plus cher qu'au prévu. Donc, il est important d'entamer son projet avec des données déjà bien comprimées et pas devoir comprimer plus tard. Deuxième point, la harmonisation des documents. Il y a souvent de différents formats de fichiers qui sont utilisés dans une entreprise normale, mais vu qu'il y a plusieurs systèmes de visionner, même sur les portables, les stations de travail, sur les applications, des apps dans le site web, il y a une plus grande demande pour avoir un seul format unique pour faire communiquer les documents. Par exemple, des documents de CAT, des dessins techniques, il existe trop peu de visionneuses pour les portables. C'est pour ça que ça porte pas mal d'avantages de s'unifier sur un format central. Deuxièmement, troisièmement, donc accélération. Si on a un système stationnaire et on a déjà collectionné des données pendant des années, ça peut être plusieurs téraoctets et tout ça. Et si on veut mettre ça dans le cloud ou d'autres plateformes modernes, ça peut prendre du temps. Et pour accélérer le projet de migration, il peut être utile de comprimer les données avant de les envoyer. Aussi, quatrièmement, très important aujourd'hui, il y a la protection des données de caractère personnel qui est de plus en plus demandée des entreprises. Quand ils, par exemple, fournissent des documents, il faut être sûr qu'il n'y a plus de formation personnellement inclus. Donc, c'est pour ça qu'on a bien intérêt à avoir une solution centrale et automatisée de forte puissance. Assurance de la conformité réglementaire. Là, on retrouve sur le format
PDFA pour être sûr dans toutes les règles de l'archivage, parce que le format PDFA assure quelques facteurs qui permettent que les documents sont encore lisibles dans le futur. Sixièmement, création des documents exploitables, surtout avec le monde de l'intelligence artificielle et tous les projets qui essayent de retrouver plus d'informations et de générer une sorte d'intelligence et de prédiction des informations commerciales. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des documents qui sont exploitables vu qu'on y a du texte qu'on peut extraire. Et septièmement, ce qu'on attend aussi d'une solution centrale, c'est d'avoir des fonctions de couteau de poche pour couper des documents, pour les assembler et appliquer, par exemple, des tampons ou mettre tout en filigrane ou tout ça. Donc, ce sont des fonctions générales qu'on peut demander. Elles sont des problèmes, en fait, et avec une conversion centralisée, on peut les entamer en façon efficace et puissante. Donc, j'ai déjà parlé de ce que implique le niveau cloud, mais surtout, on a de plus en plus un environnement distribué avec des portables qui se trouvent hors du réseau local, des applications web, des applications traditionnelles, des anciens systèmes, tout ce qui est ici de façon hétérogène, différentes plateformes, différents systèmes d'opération. Il y a aussi une forte dynamique parce qu'il y a de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes qui sont introduites et ça prend de grandes demandes sur l'équipe IT pour tous fournir ça. Vu que les informatiques sont de plus en plus importants pour le travail quotidien, on ressemble aussi que tous les outils sont sur une sorte d'observation du management. C'est important ce qu'on fait là parce que avec de la bonne informatique et de bonnes solutions pour ces documents, on peut gagner sur la concurrence. Donc, finalement, les deux pressions du temps, pression des coûts, c'est pas nouveau ça, mais en tout cas, ça reste surtout sur l'informatique et aussi maintenant dans le temps de la pandémie. Donc ça pour l'environnement. Donc, la conversion centralisée. On ne veut pas convertir des gens, mais convertir des documents ici. Alors, comment ça se fait? Tout dans de gros auteurs, il y a un engin central, on peut dire, un service ou un ancien, on s'appelait serveur. D'abord, il offre une collection de fonctions, ce qui sont conversion, transformation, extraction, ce qui est par exemple avec du ROC. Il s'occupe aussi de la gestion de la configuration parce que avoir des fonctions, c'est une chose, mais de les utiliser de façon utilisable, c'est l'autre chose. Gestion des queues et des ressources, parce que si on a une infrastructure centralisée, ça veut dire qu'il y a pas mal de départements et d'autres clients qui veulent aussi utiliser la même infrastructure et c'est pour ça qu'il faut gérer que tout est utilisé de bonne façon, que ceux qui sont pas trop urgents, qui restent à l'arrière-plan et ceux qui sont très urgents, qui sont passés avec une plus haute priorité. Et puis aussi, il y a la gestion du système, tout ce qui est gestion de licence, avoir des protocoles de travail. Aussi important, c'est le cryptage des connexions, par exemple, et l'authentification. Tout ça pour gérer qu'on a un service qui peut tourner 24/7. Donc ça pour côté serveur. Normalement, c'est un serveur, mais si on la voit sur de grandes entreprises ou de grandes administrations, on a plusieurs serveurs qui sont mis en collaboration. Donc côté serveur, on a eu. Côté client, à l'époque, on utilisait des technologies de connexion spécialisées, mais aujourd'hui,
tout le monde utilise les services web et REST. Et pour l'histoire, nous on supporte aussi le protocole SOAP. On peut normalement, c'est typiquement, on peut appeler ce service web de façon synchrone ou asynchrone. Synchrone, c'est typiquement quand on a, par exemple, une app dans un portable et qu'on veut avoir une réponse directe. Donc là, on le fait de façon synchrone. Asynchrone, c'est plutôt pour les jobs de l'arrière-plan. Bien sûr, c'est nécessaire d'appliquer une priorité et il est aussi intéressant d'avoir la possibilité de soit passer par référence ou soit par valeur. Par exemple, si on est dans un environnement entreprise où il y a le serveur qui stocke les fichiers et si on veut convertir un tel fichier, c'est plutôt intéressant d'instruire le serveur central où se trouve le fichier au lieu de lui le basculer par la connexion. Ça, c'est plus efficace de faire par référence, par exemple. Mais si l'autre exemple, si on a affaire avec un portable, on ne peut pas passer des références vers un répertoire partagé. Donc, c'est là où il faut passer par valeur. Alors, on a aussi le profil de paramètres qui veut dire comment la conversion doit être effectuée. Donc, normalement, on a différents niveaux d'intégration. Donc, il y a des clients prêts à utiliser, typiquement directement intégrés dans des systèmes de GED, où il y a des intégrations directement dans les plateformes préférées. Il y a aussi l'intégration simple par répertoire, où on a simplement des répertoires de transfert. Il y a un processus qui met des fichiers dans un répertoire d'entrée. Il y a le converteur qui prend les fichiers du premier répertoire et fait le rendu dans d'autres répertoires. Et aussi, de plus en plus, on voit des intégrations par module PowerShell parce que même depuis PowerShell est aussi disponible sur les plateformes Linux, on voit une adaptation des informaticiens pour aussi faire des intégrations au niveau de ça. Ou ce qui reste aussi bien fort possible, c'est de faire une intégration traditionnelle avec des langues de programmation comme le C# ou le Java. Donc ça aussi, ça doit être possible. On ne veut pas être coincé sur une seule technologie ou plateforme. Donc, maintenant, on arrive au niveau fonctionnel. Oui, donc d'abord, si on veut réduire les coûts, on a vu d'avant, il est important de pouvoir comprimer les données, les documents, d'arriver à une taille plus petite que le document d'origine. Donc, au niveau bureautique, il y a deux types de documents courants. Ce sont les documents d'image qui sont issus d'un processus de dématérialisation où on a juste les documents scannés et il existe des technologies, par exemple MRC, qui est très pratique pour comprimer des images typiquement bureautiques avec des images et des textes. Et en plus, c'est aussi universel parce que la façon qu'on veut faire ça, il faut que ce soit du standard PDF. Et pour comprimer des documents digital natif, donc natif numérique, il existe aussi d'autres possibilités pour réduire la taille. C'est soit la compression des objets dans le PDF, la déduplication. Par exemple, il y a toujours le même en-tête qui est inséré, en-tête graphique. Donc, c'est intéressant de pouvoir de supprimer toutes les copies et d'avoir une seule copie. Et puis, peut-être il y a aussi des informations optionnelles qui sont superflues et que je voulais supprimer, qui peuvent être supprimées sans problème. Donc, ça sont des demandes pour au niveau de compression de fichiers pour arriver à une taille plus petite. Vous vous rappelez de harmonisation où j'ai parlé, donc un seul format PDF dans ce contexte ici.
Et les avantages sont parce que moi, comme client, il ne me faut qu'une seule liseuse ou même plus de liseuses parce que aujourd'hui, le lecteur HTML pour les browsers, en fait, donc supporte aussi déjà les fichiers PDF. Donc, on n'a même plus besoin d'une liseuse dédicacée. En plus, avoir un fichier PDF pour ces documents, ça permet de aussi utiliser des produits, des services d'autres vendeurs parce que le format PDF c'est bien répandu, vu que tous les vendeurs qui sont dans le PDF Association, vous avez déjà pris des impressions dans les dernières journées. Et la même impression visuelle partout, donc c'est du papier électronique. C'est très bien aussi pour imprimer si on doit encore imprimer. Et PDF, c'est totalement agnostique pour côté plateforme et technologie. Donc, c'est ça qu'on veut avoir aussi avec son serveur central. Protection des données à caractère personnel. Si on a un serveur qui sait interpréter et travailler avec du PDF, ça fait beaucoup de sens de l'utiliser aussi pour faire de bifures et de noircir des documents avec des informations délicates. Donc, la technologie aujourd'hui est de faire de la recherche par mots-clés ou par expression régulière. Donc, mots-clés, c'est directement ce qu'on veut chercher. Donc, le nom François, par exemple, et expression régulière, c'est une façon technologique, mais extrêmement puissante pour exprimer des chaînes de caractères réguliers avec une sorte de format. Donc, ça vous permet de chercher, par exemple, des numéros de compte en banque ou des numéros de téléphone ou des adresses email. Donc, ça, on peut exprimer en expression régulière et c'est comme ça qu'on peut rechercher. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une mode d'essai. Donc, si j'ai tout un ensemble de recherche, j'aimerais bien voir avant que le document soit noirci, tout ce qu'on a retrouvé là. Donc, une sorte de... Ouais, il existe la notation PDF spécialisée pour les bifures. Donc, c'est ça ce qu'on aimerait voir. Et d'autre côté, si je suis très sûr que mes algorithmes et mes recherches sont impeccables, je peux directement aussi faire effectuer les bifures en permanente. Et vu que c'est tout automatique, il me faut bien sûr aussi avoir un rapport pour voir dans ce document-là, j'ai trouvé 5 fois le prénom François et j'ai trouvé 6 numéros de téléphone et 5 numéros de compte en banque. Donc, j'ai tout rédigé ça. Tout ça, ça doit se retrouver dans un rapport parce qu'il faut être sûr qu'on a vraiment trouvé tout. Donc, le format PDF, PDF-A, c'est le format préconisé pour des documents qu'on met dans l'archive, donc le stockage à long terme. Et en fait, il y a un tout petit paradoxe avec PDF-A parce que d'un côté, c'est un format, donc c'est un subset de fonctions du standard PDF limité, donc il ne prend pas toutes les fonctions. De cette façon-là, il est plus simple qu'un standard PDF, mais pour y arriver, c'est pas souvent trop facile. Il y a très peu d'autres logiciels et de vendeurs qui arrivent à convertir des documents ou des documents PDF en PDF-A sur la valeur qu'on a prévu. Parce que PDF-A, c'est juste le nom porte-manteau, mais en dessous, il y a PDF-A 1, 2, 3 et avec A, B, U, tout ça. Donc, il y a pas mal de détails dedans, mais normalement, comme utilisateur, on ne veut pas trop se débrouiller avec ça. Donc, on a besoin d'un serveur qui peut faire ça sans trop de problèmes. Donc, pour
la croissance en produits et services en intelligence artificielle qui ont besoin de beaucoup de données pour travailler et pour s'entraîner. Ça devrait bien que cette solution pourrait aussi effectuer de la ROC pour retrouver tout ce qu'il y a sur les images. C'est plus facile aussi. C'est déjà très standardisé ou très normal de l'avoir sur les documents numérisés, tel qu'on voit dans sa boîte postale traditionnelle. Mais aussi parce que, par exemple, il est possible qu'un de mes clients insère des images numérisées directement dans un document Word. Donc, il me faut que j'ai une technologie qui peut faire du ROC sur n'importe quel document. Aussi les images, mais aussi des documents natifs numériques. Donc, ouais. Et finalement, on a donc de composition décoration où elle peut, par exemple, ajouter des en-têtes et des pieds de page, ou c'est redimensionner les images plus grandes, plus petites. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ça. Donc, comme architecture alternative, donc opposée à l'architecture avec conversion centralisée, on a la conversion en local. Donc là, on a l'idée de convertir et comprimer aussitôt que possible. Et c'est très intéressant pour les projets de dématérialisation parce que le plus grand que le fichier numérisé est, le plus facile qu'il est pour effectuer de la ROC et on a de meilleurs résultats. Donc, on aime bien numériser avec grande taille, mais il faut qu'après, que les documents soient comprimés et de fait d'une taille plus petite. Donc, c'est là où il y a un très bon apport pour faire une compression en local, en fait, dans les bureaux locaux. Et troisièmement, il y a la conversion intégrale ou improvisée. Donc, c'est là où on utilise les outils qui sont prévus par le vendeur ou même on a cherché quelque chose léger ou bricolé ou trouvé quelque chose sur l'Internet. Donc là, on n'a pas de vrais produits, mais d'une collection d'outils. Donc, si je veux juste faire une petite synthèse, donc la conversion centralisée, ça me permet d'avoir la même qualité et fonctionnalité partout, à travers la plateforme et les machines, aussi de différentes applications et processus. Donc, ça me permet aussi d'avoir une seule installation à gérer. Donc, c'est plus facile de mettre à jour une seule installation au lieu de mettre, de gérer différentes installations. Et aussi, ça m'autorise ou ça me permet d'améliorer l'utilisation de mes serveurs. Par exemple, si on a les mêmes serveurs qui font le ROC et la compression d'image et peut-être la compression de son ou tout autre ça, donc ça me permet d'avoir le serveur central et d'utiliser ça pour différentes fonctions. Donc ça, c'est très pratique, c'est très facile à réaliser par une conversion approche centralisée. La conversion en local, par contre, c'est toujours encore intéressant pour quand il est plus important d'avoir la compression plus tôt. Donc, l'entreprise Foxit a deux produits qui sont conçus pour les deux différents scénarios ici. Donc, le premier, c'est le Document Transformation Services. Donc, vous voyez le transformateur, icône électronique là. Et l'autre, c'est le PDF compressor qui est plutôt utilisé en local. Donc, il me reste encore quelques minutes pour juste vous présenter un petit peu la société Foxit, donc créée en 2001. Et Foxit est maintenant la PDF compagnie, parce qu'on a la plus grande compagnie qui fait de la PDF. Et on a vraiment des technologies de base, on comprend PDF, on a nos propres bibliothèques, nos SDK. Foxit Europe GmbH, c'est où je travaille, c'est à Berlin. C'est issu c'est racheté par
Foxit en 2016. Et là aussi, il y a le Enterprise Automation Business Unit. Et aussi, de cette voie-là, on a une dépendance à New York qui, bien sûr, font aussi la Enterprise Automation. Et il faut encore faire sûr qu'on a des experts en matière PDF et PDF-A, parce que nous aussi, on a travaillé sur la standardisation de PDF-A. Donc, Foxit est une entreprise globale avec des différents bureaux. Il y a qu'Enterprise Automation, mais il y a aussi les produits pour les utilisateurs finaux, donc qui travaillent sur les stations de travail. On s'appelle ici Productivity. Les produits sont le Foxit Reader, donc la liseuse, et Phantom PDF pour travailler et rédiger des fichiers PDF. Aujourd'hui, j'ai parlé de vue de Automation et Integration. Donc, il y a les deux produits PDF Compressor et Document Transformation Services qui peuvent vous aider là. Et troisième filière de la Foxit Software Entreprise, c'est la filière de développeurs. Donc, on y a des SDK, des bibliothèques qui peuvent être intégrées dans des produits propres. Donc, ce sont les trois différentes filières qu'on nous serve. Donc, pour que vous ne devez pas parler en anglais ou même avec mon français, il existe un partenaire en France qui s'appelle le BSV qui aide à vous aimer, qui aime à vous aider, pardon, sur vos projets au niveau de compression d'images, compression de PDF, compression de documents, même en façon centralisée ou soit en compression en local. Donc, vous trouvez sur bsv.fr. Et maintenant, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander maintenant dans l'outil pour demander des questions. Donc, thank you, Gerd. We are now going to begin answering the questions which have been submitted in the presentation, or if you have a question now, as a reminder, you can still submit your question in the question panel of your screen. Gerd, you can see the questions, or you got one? Yes, I can see them. Ouais, je peux les voir. Ouais. Alors, je commence avec la première question. C'est bel et bien vous parlez des avantages, mais c'est quoi les inconvénients avec l'approche conversion centralisée? Alors, donc, vu qu'on a une infrastructure centralisée, c'est normal qu'il soit plus grand, donc on a plus de machines, plus de serveurs qu'il faut intégrer, donc ça demande plus de ressources, aussi au niveau financier, aussi au niveau de gestion, donc il faut, bien sûr, il faut trouver des administrateurs qui gèrent vous ça, et il y a toujours, il faut pas... il y a des intégrations qui sont faites, donc on peut directement utiliser, mais comparé avec d'autres produits, une intégration, c'est toujours quelque chose qui doit être fait et effectué. Donc, là, il faut voir comment on veut faire ça. Mais un des inconvénients d'avoir une conversion en local ou de différentes installations individuelles, c'est que pour chaque installation, il faut gérer ses licences individuellement, donc avec une approche centralisée. On a par exemple des compteurs centrales ou les différentes fonctions qui sont centralisées et qu'on peut tester et configurer surtout. Et ça aussi permet d'avoir du test centralisé et avoir du support en interne qui travaille sur la même installation avec les mêmes documents. Donc, mais oui, c'est souvent, c'est toujours un grand projet de transformer son infrastructure organique vers une infrastructure centralisée. Mais il y a pas mal de clients chez nous,
chez Foxit qui ont fait cette démarche et qui sont très contents d'avoir une infrastructure puissante et qui peut être agrandie au fur et à mesure quand il y a une demande croissante. Donc c'est pour eux quand ils l'avantage avec une infrastructure centralisée, c'est que quand on a juste une croissance de demande, il faut juste ajouter un serveur et il est pris en charge automatiquement. Donc c'est là où on peut plus facile gérer de croissance ou de plus de demande de puissance.